La rencontre entre Trump et Zelensky vient de commencer, et elle a démarré sur les chapeaux de roue. Dès la première réponse, Poutine n'était pas content. Trump a confirmé que les États-Unis sont impliqués en ce qui concerne les garanties de sécurité pour l'avenir de l'Ukraine. Écoutez-le vous-même. Ils sont la première ligne de défense parce qu'ils sont là. Ils sont l'Europe. Mais nous allons aussi les aider. Nous serons Impliqués. La question suivante portait sur les 2 tweets publiés ce matin par les présidents. Commençons par le tweet que le président Zelensky a publié, comme vous pouvez le voir à l'écran. Dans ce tweet, il parle de la façon dont la Russie mène des frappes contre des civils ukrainiens pendant que les négociations sont en cours. Et il termine le tweet en disant que la machine de guerre russe continue de détruire des vies malgré tout. Poutine perpétrera des meurtres pour maintenir la pression en Ukraine, en Europe, et humilier les efforts diplomatiques. C'est pourquoi nous cherchons de l'aide pour mettre fin aux tueries, et avons besoin de garanties de sécurité. C'est pourquoi la Russie ne doit pas être récompensée pour sa participation à cette guerre, qui doit cesser. C'est Moscou qui doit entendre le mot « stop ». En gros, le président Zelensky dit que la Russie doit arrêter cette guerre, parce qu'au final, c'est la Russie qui l'a commencé. À peu près au même moment, ou juste avant, le président Trump a publié ce tweet. Dans ce tweet, Trump affirme que Zelensky peut mettre fin rapidement à la guerre avec la Russie s'il le veut, ou continuer à se battre. Souvenez-vous comment tout a commencé. On ne peut pas revenir en arrière. Obama a donné la Crimée il y a 12 ans, pas d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Certaines choses ne changent jamais. Vous pouvez donc voir qu'il y a 2 messages différents envoyés par les 2 présidents. Zelensky demande à la Russie de cesser la guerre. Trump affirme que Zelensky peut l'arrêter. Un journaliste a posé la question et voici la réponse de Trump. Président Zelensky. Vous déclarez après la ligne X que la Russie doit cesser cette guerre qu'elle a initiée. Président Trump, vous dites que le président Zelensky d'Ukraine peut mettre fin à la guerre avec la Russie presque immédiatement, s'il le souhaite. Laquelle de ces affirmations est vraie? Oui, je pense que c'est vrai. Je pense, Phil, que nous allons avoir une réunion. Je pense que si tout se passe bien aujourd'hui, nous aurons une rencontre à 3. Je pense qu'il y aura une chance raisonnable de mettre fin à la guerre ainsi. Est-ce la fin du soutien américain à l'Ukraine? Lors de la réunion d'aujourd'hui, accord ou pas accord? Je ne dirai jamais que c'est la fin du chemin. Des gens meurent et nous voulons stopper cela. Ce n'est pas la fin. Non, je pense que nous avons de bonnes chances. Cela fait presque 4 ans maintenant et beaucoup de gens ont été tués la semaine dernière. Beaucoup de gens la semaine dernière. Des millions ont été tués, mais aussi beaucoup de gens la semaine dernière pour diverses raisons. Un grand nombre, beaucoup de soldats des 2 côtés. Et je connais le président, je me connais moi-même, et je crois que Vladimir Poutine veut que cela se termine. Et ayant rencontré Poutine vendredi et Zelensky ici, en écoutant la Russie et l'Ukraine, qui a l'avantage? Eh bien, je ne veux pas dire ça. Je suis juste ici pour être présent. Écoutez, ce n'est pas ma guerre, c'est la guerre de Joe Biden. C'est lui qui a beaucoup contribué à ce que cela arrive. Et nous voulons que ça se termine. Et nous voulons que ça se termine bien pour tout le monde. Nous voulons que ça se termine bien. Le peuple ukrainien a beaucoup souffert. La question suivante portait sur un cessez-le-feu. Vous vous souvenez? Le président Trump a beaucoup évoqué le cessez-le-feu avant sa rencontre avec Poutine. Il a même affirmé que la Russie subirait de graves conséquences si elle refusait un cessez-le-feu lors de la réunion. Eh bien, c'est quelque chose dont nous avons parlé sur la chaîne dans de nombreuses vidéos différentes. Et nous avons souligné que la Russie n'allait probablement jamais accepter un cessez-le-feu pour des raisons purement militaires. Vous voyez, un cessez-le-feu donne à l'Ukraine le temps de renforcer ses lignes défensives et lui permet de consolider la ligne de front, d'obtenir plus d'équipements, plus d'armes. Cela affaiblit la position de négociation de la Russie. Cela ne veut pas dire que nous sommes contre un cessez-le-feu, mais du point de vue de la Russie, il est logique qu'ils n'acceptent pas cela. Ils veulent négocier pendant les combats, car cela les avantage, alors que l'Ukraine préfère un cessez-le-feu, ce qui l'avantage. Ainsi, après avoir rencontré Poutine, le président Trump a compris qu'un cessez-le-feu était peu probable. Maintenant,
Il privilégie un accord de paix plutôt qu'un cessez-le-feu. Voici ses explications. Merci. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, vous avez averti sur de graves conséquences. Si la Russie refuse un cessez-le-feu de 30 jours ou autre, y aura-t-il de graves conséquences? Est-ce que cela change parce que... Je ne pense pas qu'un cessez-le-feu soit nécessaire. Vous savez, si vous regardez les 6 accords que j'ai conclus cette année, ils étaient tous en guerre. Je n'ai fait aucun cessez-le-feu, et je sais que cela pourrait être bien d'en avoir un, mais je peux aussi comprendre stratégiquement pourquoi, eh bien, vous savez, un pays ou l'autre n'en voudrait pas. Vous avez un cessez-le-feu, ils reconstruisent sans cesse. Peut-être qu'ils n'en veulent pas. Mais si vous regardez les 6 accords de paix que nous avons conclus, et vous savez, des guerres longues et durables, je n'ai fait aucun cessez-le-feu. Est-ce que j'aime le concept? Vous savez, j'aime le concept d'un cessez-le-feu pour une raison. Parce que vous arrêteriez de tuer des gens immédiatement, au lieu d'attendre 2 semaines, 1 semaine, ou peu importe le temps que ça prend. Mais on peut conclure un accord où on travaille sur un accord de paix pendant qu'ils se battent. Ils doivent se battre. J'aimerais qu'ils puissent arrêter. J'aimerais qu'ils arrêtent. Mais stratégiquement, cela peut désavantager un camp ou l'autre. Mais tous ces accords, je les ai conclus sans même mentionner le mot « cessez-le-feu ». Maintenant, l'un des points de discussion les plus importants qui va être négocié aujourd'hui est la question du Donbass. La Russie contrôle environ 75 à 80% du Donbass, et elle demande à l'Ukraine d'abandonner toute la région sans réellement se battre. Et en échange, la Russie a promis qu'elle ne se battra nulle part ailleurs. C'est la seule chose qu'ils offrent. Et bien sûr, l'Ukraine a rejeté cette demande, mais il semble que le président Trump va essayer de faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle abandonne le Donbass en échange de garanties de sécurité. Maintenant, quelles sont les raisons pour lesquelles l'Ukraine ne veut pas céder le Donbass ? C'est quelque chose dont nous avons déjà parlé. En résumé, cela concerne les 5 villes que la Russie ne contrôle pas, qui sont des centres industriels. Et en plus de cela, elles sont extrêmement fortifiées. Ils ont construit ce qu'on appelle une ceinture de forteresse, et leurs lignes défensives sont si solides que la Russie n'a pas réussi à prendre le contrôle de ces villes depuis 12 ans, 14 ans, depuis le début de la guerre en 2014. L'Ukraine refuse désormais de céder ce qu'elle a tant investi à fortifier. Et l'autre aspect de cela, c'est que si la Russie prend le Donbass, cela lui donne un terrain très ouvert pour aller directement vers Kharkiv, qui est la 2e plus grande ville d'Ukraine. Si l'Ukraine doit abandonner le Donbass, défendre les autres villes devient plus difficile. Si la Russie décide de revenir, disons dans 10 ans, et c'est quelque chose que nous pouvons apprendre de la Crimée. En 2014, beaucoup pensaient, y compris les États-Unis et l'OTAN, qu'en laissant la Crimée à la Russie, l'Ukraine pourrait arrêter la guerre et obtenir une résolution pacifique du conflit avec la Russie. Eh bien, devinez quoi? Avec le recul, nous savons que cela ne s'est pas produit. En fait, la Russie a utilisé la Crimée comme point d'appui, comme base de lancement pour l'invasion en 2022. L'Ukraine craint, à juste titre, que cela ne se reproduise si elle doit abandonner le Donbass maintenant. Voyons ce qui se passe à la Réunion. Cette question a été posée aux présidents Trump et Zelensky, voici leur réponse. Le président Trump ne s'étend pas, et pour que la Russie puisse parvenir à une paix durable et réalisable, si l'Ukraine réussit... C'est une cible que la Russie n'a pas encore conquise. Pensez-vous que c'est une paix équitable pour l'Ukraine ? Nous allons avoir une paix durable. Pour répondre à la première partie de votre question, nous allons avoir une paix durable. J'espère que ce sera immédiat. J'espère que cela ne devra pas continuer. Je pense que les gens du monde entier seront ravis quand cela sera annoncé. Je tiens d'abord à souligner que la deuxième question était mal formulée. Le journaliste tentant d'accuser Zelensky des morts ukrainiens sans réaliser que la Russie est responsable de cette invasion. Les Ukrainiens ne meurent pas parce que Zelensky refuse de redessiner les cartes. Les Ukrainiens meurent parce que Poutine voulait redessiner les cartes. Et c'est ça le problème, avec les gens qui prêchent la paix. Ils disent vouloir la paix dans le monde, sans se rendre compte que le moyen le plus simple d'avoir la paix, c'est simplement de se rendre. Mais comme Ronald Reagan l'a dit un jour, ce n'est pas ce genre de paix sur laquelle l'Amérique a été fondée. Nous ne devrions pas imposer ce type de paix à d'autres pays, car évidemment, se rendre apporterait la paix dès demain. Mais cela impliquerait aussi que des millions de personnes vivraient sous le régime brutal de Poutine. En parlant de la brutalité de Poutine, cette prochaine question est quelque chose qui rend les Russes très mécontents. Et cela concerne la première dame des États-Unis, Melania Trump. Vous voyez, elle vient de l'est de l'Ukraine. Par conséquent,
Elle sait très bien à quel point le contrôle russe peut vraiment devenir terrible. Et elle a envoyé une lettre à Vladimir Poutine lorsqu'il rencontrait le président Trump en Alaska. Et dans cette lettre, elle a essentiellement supplié Poutine d'arrêter de tuer et d'enlever des enfants ukrainiens. C'est pourquoi, avant d'aborder la question qui s'y rapporte, je voudrais rapidement lire sa lettre. Chaque enfant partage les mêmes rêves silencieux dans son cœur, qu'il soit né par hasard dans la campagne rustique d'un pays ou dans le centre-ville magnifique d'une grande cité. Il rêve d'amour, de possibilités et de sécurité. En tant que parents, nous devons nourrir l'espoir de la prochaine génération. En tant que dirigeants, nous devons soutenir tous les enfants, pas seulement quelques-uns. Il est indéniable que nous devons nous efforcer de créer un monde rempli de dignité pour tous, afin que chaque âme puisse se réveiller dans la paix et que l'avenir soit parfaitement protégé. Un concept simple mais profond, monsieur Poutine, vous en conviendrez. Vous voyez qu'elle ne l'a pas appelé président Poutine. Sur cette chaîne, nous ne l'appelons pas président Poutine, car il n'y a pas eu d'élection en Russie depuis 25 ans. C'est Poutine le dictateur. Bref, revenons à la lettre. Comme vous en conviendrez, chaque génération naît avec pureté et innocence, indépendamment de la géographie, du gouvernement ou de l'idéologie. Pourtant aujourd'hui, certains enfants doivent cacher un rire discret, à l'abri de l'obscurité qui les entoure. Une défiance discrète face à des forces menaçant leur avenir. Monsieur Poutine, vous seul pouvez rendre le sourire à ces enfants. En protégeant l'innocence de ces enfants, vous servirez non seulement la Russie, mais aussi l'humanité entière. Une idée aussi audacieuse transcende toutes les divisions humaines. Et vous, monsieur Poutine, pouvez réaliser cette vision d'un simple coup de stylo aujourd'hui. Comme elle vient de le dire, il peut arrêter la guerre et sauver la vie de millions et de millions d'Ukrainiens, tout en aidant les enfants qui souffrent à cause de son invasion. Une autre chose importante, juste hier, après avoir reçu cette lettre la semaine dernière, Poutine a tué un autre tout petit avec ses missiles. Et en plus de cela, il y a 2 ou 3 semaines, je ne suis pas exactement sûr de la date, un enfant de 2 ans a été tué par un drone vu à la première personne. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est horrible. Un drone vu à la première personne implique une présence humaine derrière. Un Russe contrôle ce drone. Il voit tout ce que le drone voit. Donc il a vu l'enfant, et il a dirigé le drone vers lui. L'enfant, pour le tuer. Ce n'est pas simplement comme un missile non guidé qui frappe un bâtiment et où l'enfant meurt. Quelqu'un a intentionnellement tué un enfant de 2 ans, qui faisait partie de l'armée russe, et la Russie n'a rien fait pour punir cette personne, ou même s'excuser auprès des Ukrainiens, pour avoir fait une chose pareille. Voilà ce qu'entraînerait la prise du Donbass par l'armée russe. C'est pourquoi il faut garantir la sécurité de l'Ukraine. Maintenant, en gardant cette lettre à l'esprit, et en pensant à quel point les Russes sont furieux que le président Trump ait publié cette lettre publiquement sur son compte Twitter, le président Zelensky a ouvert sa rencontre avec le président Trump en remerciant la première dame pour cette lettre et pour avoir pris soin des enfants ukrainiens. Écoutons cette déclaration. Merci beaucoup d'être ici. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je tiens d'abord à vous remercier pour l'invitation et pour vos efforts personnels visant à arrêter les tueries et mettre fin à cette guerre. Merci. Et en profitant de cette occasion, un grand merci à votre épouse, la première dame des États-Unis. Elle a envoyé une lettre à Poutine au sujet de nos enfants, des enfants adoptés, et mon épouse, la première dame d'Ukraine. Elle a remis la lettre. Ce n'est pas pour vous, mais pour votre épouse. Je veux. Ouais. Donc je pense que ce sujet est sensible, ouais. Et merci à nos partenaires et à vous d'avoir soutenu ce format, qu'après notre réunion, nous puissions avoir des dirigeants qui sont autour de nous, le Royaume-Uni et la France, l'Allemagne, l'Italie, la Finlande, l'OTAN, je veux dire tous les partenaires autour de l'Ukraine qui nous soutiennent. Merci, madame, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup d'être ici. Sur les réseaux sociaux, Monsieur le Président, une lettre très émouvante de la Première Dame, et la lettre a été remise en main propre au président Poutine. Et elle appelle essentiellement à la fin de la guerre à cause des enfants, de leur avenir. Pourquoi la Première Dame a-t-elle jugé cette lettre nécessaire? Est-ce parce qu'elle pense que M. Poutine est l'agresseur dans cette guerre? Une telle lettre est-elle aussi remise en main propre à Zelensky? Donc, la Première Dame avait des sentiments très forts. Elle a vu la même chose que vous et que moi. Je vois des choses que vous ne voyez pas et c'est horrible. Mais elle a un grand amour pour les enfants, elle a un fils merveilleux qu'elle aime probablement plus que quiconque, y compris moi.
Je déteste le dire, mais elle aime son fils, elle aime les enfants, et elle déteste voir... Elle déteste voir quelque chose comme ça arriver, et cela vaut aussi pour d'autres guerres. Je veux dire, elle voit la tristesse, les parents, les funérailles que tu vois à la télévision. Toujours des funérailles. Nous voulons voir autre chose que des funérailles. Non, non, elle a trouvé que c'était une belle lettre. Il l'a très bien reçue. Et elle m'a demandé de dire, vous savez, qu'elle aimerait vraiment voir tout cela se terminer. Elle aimerait vraiment que ça se termine. Et elle le dit très ouvertement, très fièrement et avec beaucoup de tristesse, parce que tant de personnes ont été tuées.